Bonjour, voilà 15 ans qu'il en parlait. Benyamin Netanyahou mène donc depuis février une guerre totale contre l'Iran avec l'appui militaire des États-Unis, doublée d'une offensive terrestre, cette fois au Liban. Pour empêcher toute possibilité de voir se reproduire les attentats du 7 octobre 2023, l'État hébreu emploie les grands moyens, mais avec quelle vision du Proche-Orient et quel soutien pour l'avenir? La correspondante ici à Paris d'Al-Monitor, journaliste israélienne Rina Bassis, nous répondra dans un instant. Mais revenons d'abord à la situation au Liban, où Israël, pour la première fois depuis 2000, occupe à nouveau une partie du territoire libanais. Les images commentées par Léo Péchard. Des images de frappes dans le sud Liban diffusées par l'armée israélienne. Elle affirme attaquer des bases du Hezbollah, dont des dépôts d'armes, des postes de commandement ou encore des lanceurs utilisés pour tirer vers Israël. Les affrontements sur place sont incessants avec le groupe libanais. 4 soldats israéliens y ont perdu la vie ce lundi, tandis que 12 combattants du Hezbollah ont été tués. Le ministre de la Défense de l'État hébreu promet l'occupation de la zone par Israël après la fin de la guerre. L'armée maintiendra le contrôle de la sécurité sur l'ensemble de la zone jusqu'au fleuve Litani, y compris les ponts restants, tout en éliminant les forces Radouane liées au Hezbollah qui ont infiltré la zone et en détruisant toutes les armes qui s'y trouvent. Israël Katz interdit par ailleurs le retour des 600 000 habitants du sud Liban qui ont dû évacuer vers le nord tant que la sécurité du nord d'Israël ne sera pas assurée. Dans la capitale, dont la banlieue sud est encore soumise au bombardement ce mardi, les Beyrouthins sont résignés. L'escalade est constante. Et bien sûr, la confrontation va s'intensifier, c'est normal. Plus le sang coule, plus les combats sont violents. C'est un fait connu. Donc oui, il y a indéniablement une escalade. Les Israéliens n'ont jamais vraiment besoin de justification pour provoquer une escalade. La guerre risque donc de s'intensifier. De son côté, le Haut Commissariat pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme face au déplacement massif d'une partie de la population, notamment vers la Syrie voisine. Ils sont plus de 200 000 personnes à avoir traversé la frontière, dont près de 180 000 Syriens qui avaient initialement trouvé refuge au Liban. La plupart fuient les bombardements israéliens intensifs. Ils arrivent épuisés, traumatisés et avec très peu d'affaires. Puis le 2 mars et le début de la guerre, plus de 1200 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur le Liban. Rina Bassis, il est nécessaire pour la sécurité des Israéliens d'assurer une présence militaire au-delà de la frontière avec le Liban. En tout cas, c'est ça que les autorités israéliennes exigent en ce moment. Il faut dire que ça fait en fait des mois, et même peut-être on peut dire depuis l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024, et que l'armée israélienne a averti que malgré les efforts justement de désarmer le Hezbollah, y compris les efforts bien sûr de l'armée libanaise, il y a des militants de Hezbollah qui reviennent dans toutes les zones qui étaient, entre guillemets, nettoyées. Il y a des retours non seulement de militants simples, si vous voulez, de Hezbollah, mais aussi de militants qui appartiennent à ces forces Radouane, qui sont l'unité de commando de cette organisation. Donc, côté israélien, on voit justement non seulement que Hezbollah ne veut pas appliquer cet accord de cessez-le-feu, mais au contraire, il y a une tentative qui a continué en fait au fil de ces dernières années de réhabiliter ses capacités militaires. On a vu la guerre de 12 jours, et Hezbollah... 2025. Voilà, 2025, juin 2025. Hezbollah ne s'est pas rejoint l'Iran, mais cette fois-ci, on est dans une situation très différente parce que Hezbollah, ça a pris jusqu'à quelques heures après le début de la frappe, le 28 février, que cette organisation a décidé justement d'ouvrir à nouveau les fronts contre Israël. Et cette fois-ci, Israël a pris la décision, malgré tous les tirs de roquettes et de missiles, de ne pas justement relocaliser, évacuer en fait les résidents du nord d'Israël. Ce qui veut dire, si on n'évacue pas, il faudra riposter.
Et là, on voit, d'abord, il y avait plusieurs jours, même 2-3 semaines de riposte, surtout des attaques aériennes, mais aussi on voit maintenant une présence pas négligeable sur le terrain. Jusqu'où? Jusqu'au fleuve Litanie, c'est jusqu'à présent la version officielle côté israélien, ou plus au nord encore jusqu'au fleuve Zahani, comme le disent un certain nombre de dirigeants israéliens eux-mêmes. Ce qui serait une occupation de 14% du territoire libanais. C'est une bonne question, parce que là, l'estimation israélienne en tout cas est qu'au moins la moitié de roquettes et de missiles qui sont tirés vers le nord d'Israël arrivent au nord du fleuve de Litanie. Donc forcément, il y a beaucoup d'installations, d'infrastructures, de présence de militants de Hezbollah. Moi, je ne crois pas. Je crois pas que... D'abord, je ne crois pas qu'il y a une volonté israélienne vraiment d'occuper toute cette zone. On va peut-être en parler. Qu'est-ce qu'Israël veut exactement pour toute la région qui est au nord, qui est au sud du fleuve de Litanie jusqu'à la frontière avec Israël? Sûrement pas d'aller au-delà. Ça a l'air déjà une opération très très difficile faire cette première partie sans partir sur l'autre. Mais il y aura des opérations aériennes, ça c'est sûr. Et tant que les missiles continuent, les roquettes continuent à être tirées vers Israël, même si c'est au nord de cette fleuve, il y aura une riposte israélienne. À cette zone tampon, est-ce qu'elle répond à un impératif de sécurité ou bien est-elle prétexte à une occupation d'une partie du territoire libanais par Israël, Noga Tarnopolsky? Comme est souvent le cas dans cette région, la réponse est ambiguë. Malgré les conditions du cessez-le-feu de novembre 2024, le Hezbollah n'a ni désarmé, ni quitté le sud du Liban. Et Israël n'est pas parvenu à assurer la sécurité de ces communautés du nord du pays. Dans les faits, ces villes sont aujourd'hui invivables et beaucoup des résidents ont fui. Des proches alliés de Netanyahou menacent ouvertement d'occuper tout le sud du Liban. Mais ces déclarations ont provoqué une grande crise entre le gouvernement et l'armée, crise qui désormais a éclaté au grand jour. Illustration, ce vendredi, l'armée a déclaré ne pas être capable de désarmer le Hezbollah, ce qui, elle a précisé, nécessiterait l'occupation du Liban entier. Selon cette déclaration de l'armée, seul le gouvernement libanais est capable de désarmer le Hezbollah, ce qui constitue un désaveu pour Netanyahou qui a rejeté en plusieurs opportunités un dialogue franco-libanais. Soulignant la discorde entre le cabinet et l'armée, mais reconnaissant en même temps le rôle de la diplomatie, le ministre de la Défense, Israël Katz, a répondu à son armée en déclarant que l'objectif principal reste de désarmer le Hezbollah par des moyens à la fois militaires et diplomatiques. Compliqué, on le voit, le désarmement du Hezbollah. Le même Israël Katz, toujours le ministre de la Défense, avait affirmé, c'était le 31 mars dernier, que l'armée israélienne appliquerait au sud Liban les mêmes méthodes qu'à Gaza. Et il a cité comme exemple Beit Hanoun et Rafah. Comment comprenez-vous, comment interprétez ces propos? Oui, plutôt Khan Younes et Rafah, mais il a répété cette déclaration au moins 2 fois. Et effectivement, il y a un décalage, c'était bien expliqué par Noga, il y a un décalage entre l'estimation de l'armée à ce qui est possible et réalistique à faire en ce moment et ce que le gouvernement a affiché en fait comme un objectif de cette opération, parce qu'il y avait les déclarations d'Israël Katz, il y avait aussi les déclarations de Benjamin Netanyahu et même des déclarations de la part des chefs de l'armée et Al-Zamir qui ont tous dit l'objectif est désarmer Hezbollah. Or, Noga a expliqué ce vendredi, il y avait des responsables israéliens de Tzahal qui ont dit en fait ça ne sera pas possible de complètement désarmer Hezbollah. Pour ça, il faut envahir tout le Liban et ça, c'est pas sur la table. Et ça, c'est très clair côté politique et sécuritaire. Donc, comment faire? Ces responsables israéliens ont dit non, les objectifs sont un peu plus modestes. Mais bien sûr, là, on revient à cette notion de la zone tampon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Selon ces responsables israéliens, ça veut dire en fait la destruction de quelques dizaines de maisons qui sont vraiment à côté de la frontière,
On peut s'imaginer que la plupart, malheureusement, de ces maisons sont déjà détruites. Il n'y a plus d'habitants libanais qui habitent à côté de la frontière. Et une présence, si vous voulez, aléatoire des soldats israéliens dans ces zones pour justement assurer qu'il n'y aura pas de tirs et pour limiter de façon considérable les capacités militaires de cette organisation. Donc vous voyez, il y a un décalage qui n'est pas négligeable et qui suscite aussi beaucoup de colère, surtout de la part des résidents du nord d'Israël qui subissent toujours. Hier, dans la matinée, il y avait plus que 100 roquettes qui étaient tirées. Et qui ne sont pas tous revenus encore dans le nord d'Israël, ceux qui avaient été massivement déplacés. C'est vrai, et surtout, par exemple, la ville de Kiryat Shmona, plus de 50 000 personnes. Il y a énormément de personnes qui sont parties. Et la plupart, les gens qui sont partis dans les semaines et des mois après le 7 octobre, il y a des gens qui ne sont pas revenus, qui n'ont plus l'intention de revenir parce qu'ils ont refait leur vie ailleurs. Donc, ce sont déjà des villes qui souffrent énormément, presque des villes fantômes. Si vraiment aussi les résidents qui subissent maintenant les roquettes, qu'ils ne voient pas qu'il y a une issue, que ce n'est pas résolu, eux aussi vont partir à un certain moment. L'armée israélienne, elle, où en est-elle avec ses opérations militaires successives à Gaza, en Cisjordanie, en Iran et au Liban, Dalila Gomri? Écoutez, l'armée israélienne compte près de 170 000 soldats, des conscrits, des professionnels et surtout une réserve de 465 000 hommes. Sa grande force aussi, c'est ces 400 avions de combat, des F-35, des F-15, des F-16 et même des appareils de 5e génération capables de frappes extrêmement précises. C'est ce qui a permis de cibler des figures du régime iranien, de détruire des sites d'armement, que ce soit en Iran ou au Liban. Israël dispose aussi d'un système de défense aérienne extrêmement sophistiqué qui viennent s'ajouter aux fameux dômes de fer. Ces services de renseignement sont aussi un appui très important pour l'armée, tout comme l'aide militaire américaine. Ceci étant, et chose inédite, eh bien, l'état-major tire la sonnette d'alarme. Je suis crevé, je n'en peux plus. Ce sont les mots de cet homme, le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui alerte sur la fatigue de l'armée, notamment les réservistes qui sont mobilisés à Gaza ou encore en Cisjordanie. Il manquerait au moins 15 000 soldats, sauf qu'il est encore difficile de recruter. Il y a toujours aussi ce débat autour de la mobilisation des ultra-orthodoxes. Le gouvernement israélien vient d'augmenter le budget de la défense qui atteint désormais les 40 milliards d'euros, mais ça reste insuffisant pour l'état-major qui aimerait revenir à la doctrine Ben Gourion, selon laquelle l'armée israélienne a été bâtie pour des guerres courtes et des décisions rapides. Or, ce n'est pas le cas actuellement. On ne sait pas vraiment quel est le calendrier de Benyamin Netanyahou, que ce soit au Liban ou encore en Iran. Rina Bassiste, 3 casques bleus de la FINUL sont morts en début de semaine dernière, 10 secouristes également, ce qui porte à 52 leur nombre depuis le début de la guerre au Liban, et plus de 1000 si l'on compte Gaza. Il y a aussi plus de 250 journalistes tués sur ces deux fronts, sans compter bien sûr tous les morts civils qui se comptent par milliers, les millions de déplacés. Aux yeux de l'opinion publique internationale, Israël a perdu la bataille morale, non ? Mais je crois que ça fait déjà quelques temps. Disons, il faut quand même mettre sur la table l'explication de l'armée israélienne qui insiste qu'au moins une partie de ces sécuristes, une partie de ces journalistes n'étaient pas ni des vrais sécuristes ni des vrais journalistes, mais des collaborateurs, même des militants, si on parle de la bande de Gaza Hamas, si on parle de sud du Liban, de Hezbollah, mais on ne peut pas nier qu'il y a une catastrophe humanitaire au Liban avec des centaines de milliers de personnes déplacées. Et ça, il n'y a pas une résolution. On ne peut pas juste expliquer. Certes, il y a la guerre et c'est terrible. Vous ne craignez pas que ça ait un impact sur Israël ? Bien sûr qu'il y a un impact sur l'image d'Israël. Au-delà de l'image, même sur Israël en tant que tel, avec effectivement cet afflux de réfugiés à ses portes et cette situation dramatique. Ces familles aussi, qui ont tous perdu un proche, c'est le cas évidemment à Gaza, mais c'est le cas dans le sud du Liban également, et qui demain peut-être se retourneront à leur tour contre Israël. Oui, mais je crois que pour beaucoup d'Israéliens, le pays est dans une guerre d'existence. Il y a d'abord la guerre avec l'Iran, une menace qui a plané sur Israël pendant des décennies et qui est maintenant réelle.
Pendant des années, les Israéliens ont entendu le Premier ministre parlant de la menace nucléaire, mais là, on a une autre chose. On a des missiles qui tombent en permanence sur Israël, et aussi côté Hezbollah. Israël avait le sentiment, beaucoup d'Israéliens avaient peut-être le sentiment que ce front-là s'était calmé, que voilà, c'est gérable. Ce n'est pas résolu, mais c'est gérable. Or, ce n'est pas du tout la situation. Il y a pourtant en Israël même aussi une opposition à ces guerres qui s'exprime à travers des manifestations. Que pèse ce courant au sein de la société israélienne? Alors, opposition à la guerre à Gaza, c'est moins vrai s'agissant de la guerre au Liban. Il n'y a pas, pas d'unanimité, il n'y a pas de contestation de cette guerre au Liban. C'est extrêmement différent. La guerre à Gaza, il y avait toute l'histoire des otages, et ce sentiment en fait que l'État a complètement abandonné d'abord les gens qui habitaient dans le sud d'Israël et après tous les otages, parce qu'il n'y avait pas assez d'efforts, que M. Netanyahu a privilégié toujours la guerre contre Hamas au lieu de se focaliser sur le relâchement des otages, ce qui a renforcé en fait cette conception de beaucoup d'Israéliens, comme si M. Netanyahu mène la guerre pour des raisons politiques, pour ses propres intérêts et pour sa survie politique aussi, si vous voulez. Ce n'est pas exactement le cas avec la guerre au sud du Liban, parce que ça fait en fait des décennies que les Israéliens qui habitent à côté de la frontière souffrent de ça. Et il y a une certaine unanimité, je dirais même au niveau de la classe politique, et comme si il faut aller au bout, ou presque au bout, pour arriver à une situation où il n'y aura plus de tirs vers le nord d'Israël. Et les Israéliens continuent d'exprimer leur désaccord dans cette démocratie qu'est Israël, malgré ce que beaucoup considèrent comme des atteintes à l'état de droit. Dernière en date, l'adoption par le Parlement israélien, la Knesset, d'une loi qui élargit la peine de mort aux citoyens non israéliens reconnus coupables d'actes terroristes. Une loi qui, aux yeux de beaucoup, vise les Palestiniens. Les applaudissements des membres de la Knesset pour l'adoption d'une loi historique et polémique. Elle a été élaborée par le ministre de la Sécurité intérieure et dirigeant d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir. La règle est la mort, la prison à vie est l'exception. C'est ici le lieu où dire ces mesures apportent une justice historique. Le texte instaure la peine de mort par pendaison dans certains cas d'homicide à caractère terroriste visant des citoyens israéliens. Elle s'appliquera par défaut lorsque le coupable est un Palestinien de Cisjordanie. L'opposition dénonce une loi taillée sur mesure pour les Palestiniens, épargnant les Israéliens juifs ayant commis des crimes similaires. Nous ne sommes pas comme le Hamas. Nous sommes l'opposé du Hamas. Nous ne sommes pas venus au Moyen-Orient pour adopter la charia. Nous n'avons pas créé un État juif pour adopter les normes morales de l'islam radical. La peine de mort existe en Israël, mais elle a été appliquée pour la dernière fois contre le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann en 1962. Dès dimanche, le Conseil de l'Europe avait appelé la Knesset à renoncer à cette proposition de loi. Juste après son adoption, une ONG israélienne a annoncé avoir déposé un recours devant la Cour suprême pour demander son annulation. État d'apartheid, disent les voix les plus critiques. Rida Bassis, ces lois, elles changent la nature du régime israélien qui discrimine désormais à la fois entre ses propres citoyens et entre ses citoyens et ceux des territoires qu'elle administre de fait, comme Gaza ou la Cisjordanie. Bon, moi, je rejette, je n'aime pas qu'on utilise ce mot, apartheid. Je ne crois pas que ça décrit bien la situation en Israël. J'aimerais juste apporter une petite précision à ce qui a été dit, parce que votre correspondant a dit que Eichmann était la dernière personne. C'était en fait l'unique personne. Il y avait juste une personne qui était exécutée en Israël, c'était lui. Et une précédente, c'était une erreur judiciaire. Et c'était dans le cadre d'une loi très spécifique sur les nazis et leurs collaborateurs. Sur le crime contre l'humanité. Exactement. Il y a quelque chose qui me chagrine dans tout le... Oui. Moi, je suis de tout cœur contre cette loi et contre la peine de mort. J'embrasse avec mes deux bras tout ce qui a été dit par Yair Lapid, le chef de l'opposition. Ce qui me chagrine dans la critique en Europe, c'est qu'on focalise que sur la nature raciste, qui est vrai, c'est horrible. Mais d'abord, avant même d'aborder ça,
Moi, je suis triste, j'ai honte que mon pays a adopté la peine de mort de façon générale. Oui. Et donc, elle ça, c'est en fait existait triste. déjà, encore une fois, Rina Bassis, oui, mais pour les crimes contre l'humanité. Voilà, c'est vraiment Oui. des cas extrêmement spécifiques. Donc, d'abord, je pense que l'Europe doit dire d'abord non, de façon générale, qu'Israël ne doit pas adopter la peine de mort, parce que c'est contre les valeurs d'un État démocratique et c'est contre la valeur aussi du judaïsme. Si on dit qu'on est État juif et démocrate, ça va contre les deux. Après, bien sûr, c'est une loi qui vise les Palestiniens qui habitent en Cisjordanie. Donc, bien sûr que c'est une loi raciste, bien sûr que c'est une loi discriminatoire, et bien sûr que c'est aussi une victoire politique pour l'extrême droite israélienne. Ça fait 10 ans, en fait, qu'ils ont essayé d'avancer cette loi. En 2015, c'était rejeté par une grande majorité. Ils ont réessayé en 2018. Ils n'ont pas réussi. Et là, il y a une victoire politique. Alors, en tout cas, que l'attention mondiale se focalise sur le Liban et l'Iran, la situation est en train de se dégrader sans qu'on en parle en Cisjordanie. 1500 Palestiniens déplacés en 3 mois, c'est presque autant que pour toute l'année dernière. L'ONU évoque un point de rupture du fait notamment des violences commises parfois en toute impunité par des civils israéliens. Dans ces rues, la foule scande le nom d'Amir Moatassem Odeh. À 28 ans, il est le 6e Palestinien abattu par des colons depuis le début du mois de mars. Une scène qui se répète un peu partout en Cisjordanie, à mesure que les avant-postes se multiplient sur les terres palestiniennes. Ils s'en prennent à nos maisons, à nos familles et même à nos oliviers. Un immense voile de douleur nous recouvre. À chaque mort, je ne peux m'empêcher de penser à mon père et à mon frère. Mohamed a perdu son père et son frère dans des violences similaires en 2016. Regardez-les, les colons et la police sont ensemble au carrefour. Les policiers sont là, dans leur voiture. Et regarde les colons vers le feu sur les gens. Face à l'impunité, les familles ne croient plus en la justice. Pour le jeune homme tué aujourd'hui, sa famille a refusé l'autopsie. À quoi bon? On sait qu'aucun colon ne sera emprisonné. Les ONG préviennent que cette violence atteint un point de rupture. Elle ne se limite plus aux zones rurales, mais touche désormais les grandes villes de Cisjordanie. Toutes les zones résidentielles de Cisjordanie subissent désormais des raids constants de l'armée et des colons. C'est un phénomène nouveau dans ces villes. Tout le monde se focalise sur la guerre entre l'Iran, Israël et l'Amérique. Personne ne se soucie vraiment de ce qui se passe en Cisjordanie ou à Gaza. Selon l'ONU, ces violences ont entraîné le déplacement forcé de plus de 36 000 Palestiniens en Cisjordanie au cours de l'année écoulée. Rina Bassis, après ce qu'on vient de voir, après aussi des plans qui ont été annoncés, le plan E1 qui relie la colonie de Maale Adumim à Jérusalem-Est et qui coupe littéralement la Cisjordanie en deux, plus aucune solution, en tout cas négociée, ne sera possible à l'avenir entre Israël et d'éventuelles autorités palestiniennes. Et ça sera très difficile, surtout si le gouvernement de Netanyahou reste en place, parce qu'en ce cas, je crois que ce n'est pas la peine d'essayer même de parler des négociations. Effectivement, on est dans une situation aussi où la violence des colons est acceptée par ces gouvernements, malgré les avertissements de l'opposition et malgré même l'avertissement du chef de l'état-major, Eyal Zamir. Même lui a dit qu'il s'agit d'une faillite morale. On pourrait croire que la guerre au Proche-Orient affecte l'économie israélienne, comme c'est le cas des pays du Golfe, Dalila Gomri, mais c'est loin d'être le cas. Ah oui, si on regarde la crise énergétique mondiale actuelle, Israël semble épargné grâce à son gaz naturel présent ici en Méditerranée avec ses sites de Tamar, Dalit ou encore Léviathan. Le pays couvre plus de 70% de son électricité et exporte même son gaz vers la Jordanie ou encore l'Égypte. En revanche, Israël importe son pétrole, notamment d'Azerbaïdjan ou du
du Kazakhstan. Donc on est bien loin du détroit d'Ormuz, d'où peu d'impact. Au-delà de l'énergie, eh bien, l'économie israélienne tient bon, il faut le dire. Les indicateurs sont au vert. 3,8% de croissance en 2025, 4,7% de déficit, même si ça va très certainement augmenter en 2026. L'inflation est contrôlée, moins 3%. La monnaie nationale, le shekel, est restée stable grâce à une intervention de la Banque centrale. Et Israël investit beaucoup dans le domaine de la tech. C'est le pilier de son économie. Il représente entre 17 et 20% de son PIB, 50% de ses exportations, notamment dans tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle et l'armement. Et la tech, c'est surtout 30% de ses recettes fiscales. Mais cette économie reste tout de même fragilisée par la guerre actuelle. Hormis les entreprises de la tech, les autres entreprises sont au ralenti, les écoles sont fermées, il n'y a pas de tourisme, il y a une baisse des investissements étrangers, il y a aussi une fuite des cerveaux à laquelle on assiste, les impôts ont augmenté, tout comme le coût de la vie. Plus la guerre est dure et plus l'impact risque de se faire ressentir sur l'économie israélienne. Rina Bassiste, voilà 2 ans et demi qu'Israël est en guerre sur tous les fronts. Jusqu'à quel point la société israélienne est-elle prête à en subir les conséquences, d'après vous ? Mais ça dépend en fait de crainte des Israéliens. Tant que les missiles iraniens continuent à tomber, tant que les roquettes de Hezbollah continuent à être tirées du sud du Liban vers le nord d'Israël, je crois que les Israéliens sont prêts que ça continue parce que c'est pas possible. Il faut à un certain moment que ces menaces s'arrêtent. Ça devient effectivement invivable. Votre collègue a parlé, ça fait 1 mois maintenant que les écoles sont fermées. Beaucoup de gens ne peuvent pas travailler. Parlons pas de dizaines et même de centaines de milliers de personnes qui sont mobilisées, qui ont fait déjà depuis le 7 octobre 100, 200, 300 jours. Vous imaginez, en espace de 2 ans et demi de service militaire, qui ne vont pas ni au travail, ni à l'université, ni à leurs affaires. Et donc c'est un coup extrêmement dur à encaisser. C'est pour ça, je pense qu'il y a de plus en plus de déclarations de la part des gouvernements qui disent que c'est encore 2 semaines, 3 semaines pour donner un certain horizon. En tout cas, pour la guerre avec l'Iran, la guerre avec le Liban, on est parti pour un long moment, je crains. Merci Rina Bassiste d'avoir été notre invitée correspondante ici à Paris d'Al-Monitor. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.